Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Cette semaine, nous allons aborder la place de l'erreur dans l'enseignement des langues, ainsi que la suite logique, le feedback et la remédiation. Nous verrons donc comment adopter une approche réflexive en accord avec les attentes institutionnelles, comment considérer l'erreur comme un levier d'apprentissage. Nous verrons comment peut-on faire le feedback, à quel moment et pour quelles raisons. Et puis, nous finirons par travailler la remédiation suite à une évaluation. Commencer un petit peu d'histoire. Dans les années 50-60, qu'on appelle la période structurale ou audio-orale, cette période conçoit l'apprentissage comme un conditionnement, hein, nous l'avons vu dans le premier module, qui était fondé sur la répétition, la formation d'habitudes correctes, etc. À ce moment-là, l'erreur est un comportement qui est considéré comme inadapté et qu'il faut absolument éviter ou éradiquer. La correction est immédiate, systématique, elle est explicite et elle évite à tout prix la fixation de mauvaises habitudes. À cette époque, hein, le professeur faisait répéter une phrase et lorsqu'il y avait une erreur, elle était immédiatement corrigée sans explication, simplement par imitation. L'erreur est donc une faute, un signe d'échec ou un signe d'ignorance. Dans les années 60-70, l'erreur change de statut. Les travaux de Corder ou de Selinker introduisent deux notions clés. L'erreur est le signe d'un système linguistique en construction, appelé interlangue, et chaque apprenant développe des hypothèses sur la langue cible et l'erreur traduit ces hypothèses. On ne cherche donc plus à éliminer cette erreur, mais on cherche à la comprendre. Et l'enseignant devient analyste. Il collecte, il classe, il interprète les erreurs pour saisir la logique du système de l'élève. Par exemple, dans la phrase Ayer yo nado en el mar, c'est une généralisation du modèle de la première personne du singulier au présent indicatif. C'est donc que la règle de conjugaison est en cours de construction. Et c'est là, à partir de cette époque, qu'on commence à distinguer l'erreur de la faute, sachant que l'erreur est un indicateur que l'élève est en train de construire des repères de conjugaison, alors que la faute est plutôt un lapsus ou de l'inattention ponctuellement. Alors cette période, elle fonde les bases de la didactique moderne, et donc on analyse l'erreur et on tente d'y remédier. L'approche communicative et la perspective actionnelle, hein, née dans les années 80-2000, l'objectif principal de l'apprentissage des langues n'est plus la parfaite maîtrise grammaticale, mais la capacité à interagir efficacement. On envisage donc l'erreur sous un angle beaucoup plus pragmatique. Tant qu'elle n'entrave pas la compréhension, elle est acceptable. Les descripteurs du CECRL vont préciser cette graduation. Par exemple, au niveau A2, on peut utiliser des structures simples correctement, mais commet encore des erreurs élémentaires. Au B1, erreur possible, mais le sens général reste clair. Ou au niveau B2, ne fait pas d'erreur entraînant des malentendus. Les tout derniers programmes français, hein, parus en 2025, reprennent cette vision. Il y est écrit, à l'oral comme à l'écrit, les erreurs sont normales et font partie de l'apprentissage. L'enseignant veille à y apporter une réponse appropriée qui favorise la compréhension et la progression. Avec l'approche socio-constructiviste, hein, et réflexive des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, les textes institutionnels, hein, comme les guides qui sont parus dans Eduscol, insistent sur le climat de confiance et la valeur formative de l'erreur. Le rôle de l'enseignant donc se transforme, il devient médiateur, guide et facilitateur de prise de risque linguistique. L'erreur n'est plus une faute à éviter, mais un espace pour essayer de communiquer avec les autres. Donc ce traitement positif de l'erreur devient alors une condition d'accès à l'oral. Voyons maintenant ce qu'on entend, hein, par l'erreur comme un levier d'apprentissage. L'erreur naît de la construction progressive de la langue et de l'interlangue. Les causes principales de l'erreur sont donc les interférences de la langue maternelle ou d'autres langues, comme par exemple estoy embarazada pour dire je suis gênée. La surgénéralisation, par exemple en conjugaison yo sabo au lieu de yo sé. Le transfert de stratégies de communication, la paraphrase, les mots inventés, les reformulations qui sont approximatives. Le manque de ressources lexicales ou morphologiques, hein, qui mènent à des approximations. On les connaît bien, des O et des A à la fin de tous les mots en français donnent
tout le dictionnaire en espagnol et des erreurs, par méconnaissance d'une règle ou, une règle connue mais qui est mal appliquée. Donc ces erreurs témoignent d'une activité cognitive dynamique. L'élève y formule, teste, ajuste des hypothèses et l'erreur devient observable et interprétable. Donc elle permet de faire un diagnostic qui est précieux parce qu'elle va révéler les représentations linguistiques des élèves, comme la confusion entre sel et star, le niveau d'automatisation, la logique interne d'une production, orale ou écrite. Et analyser les erreurs va permettre de cibler les priorités sur lesquelles nous allons donc travailler par la suite, de planifier la remédiation, tant que faire se peut de manière différenciée, et de concevoir des tâches adaptées à la fameuse zone proximale de développement, c'est-à-dire, passer de la zone, de rupture où, même avec de l'aide, l'élève a du mal à accomplir une tâche, à, une zone d'autonomie où l'élève sera capable d'accomplir la tâche de manière autonome. Donc les textes officiels, qu'ils soient français ou européens, adoptent donc une posture positive vis-à-vis de l'erreur. On le voit dans le référentiel de l'éducation prioritaire, par exemple en 2014, qui va la définir comme une étape nécessaire à exploiter positivement. On l'a vu tout à l'heure avec le CECRL et les programmes français de l'éducation nationale qui décrivent les niveaux non en termes de fautes, mais en termes de compétences réalisées malgré des erreurs. Et cette approche rejoint la pédagogie de l'évaluation formative qui met l'accent sur le fait que l'erreur n'est pas grave, mais ce qui compte, c'est la capacité de s'autocorriger. Alors, comment classifier les erreurs et les hiérarchiser? D'abord, il faut distinguer erreur et faute, hein. Cette distinction issue de la linguistique appliquée est fondamentale. L'erreur témoigne d'une connaissance incomplète, d'une hypothèse erronée ou d'un transfert. Elle appelle donc l'analyse et la remédiation. La faute, elle, est un lapsus, une inattention ponctuelle. Elle appelle une correction immédiate, mais sans enjeu didactique. Alors l'intérêt de faire cette distinction réside dans la réponse différenciée que l'enseignant va pouvoir apporter à l'élève. La faute pourra être corrigée sur l'instant ou même ignorée, tandis que l'erreur fera l'objet d'une remédiation par la suite. En langue, on peut classer les erreurs selon différents axes, notamment les composantes de la langue, comme par exemple la composante linguistique avec la grammaire, le lexique, la phonologie, la morphosyntaxe, l'orthographe ou l'organisation discursive. Au niveau pragmatique avec le registre, la politesse, la prise de parole. Et aussi selon son impact communicatif, si elle entrave, la compréhension, à ce moment-là, elle va être signalée. Si elle n'entrave pas la compréhension, elle sera tolérée et si, par exemple, elle provoque un malentendu, elle sera à traiter de manière prioritaire. Ce qui est important de comprendre également, c'est que corriger toutes les erreurs risque d'être complètement contre-productif. La surcorrection provoque surcharge cognitive et démotivation. L'efficacité, hein, de la correction reposera sur la sélectivité des erreurs à corriger. Par exemple, justement, celles qui empêchent d'être comprises ou celles qui concernent l'objectif de la séquence, bien sûr, ou celles que les élèves font très régulièrement. Les autres erreurs pourront être reportées ou travaillées plus tard comme support de remédiation. Dans tous les cas, le principe s'inscrit dans une pédagogie bienveillante et différenciée en cohérence avec le CRL et les programmes de langue. Voyons à présent le feedback ou rétroaction, hein, si on veut le dire en français. Le feedback va constituer le prolongement naturel de l'erreur. Il en est la réponse pédagogique, le moment où l'enseignant aide l'apprenant à prendre conscience de ses écarts et à réajuster, hein, la langue ou son interlangue. Dans le cadre de la didactique des langues, le feedback est défini comme un retour qui peut être verbal ou non verbal, qui peut être explicite ou implicite, et qui informe l'apprenant sur la qualité linguistique ou communicative de sa production. Les programmes, et notamment ceux de 2025 et le CECRL, soulignent que la rétroaction doit encourager la prise de parole plutôt que la restreindre, favoriser l'autorégulation et la prise de conscience métalinguistique, et s'inscrire dans une logique formative et absolument pas punitive.
Le feedback est donc un outil d'étayage, de régulation et de médiation au cœur du processus d'apprentissage. Alors, qui corrige? Trois possibilités. L'enseignant, c'est la forme la plus courante, hein, la plus sécurisante pour les élèves. L'enseignant apporte une correction qui va être fiable, qui va être adaptée, et en veillant à ne pas interrompre la communication. On laissera l'élève terminer une phrase ou une prise de parole avant de faire un feedback. Le risque de toujours dépendre de l'enseignant pour ce feedback est que l'élève reste dépendant de, de l'enseignant pour pouvoir corriger ses erreurs. D'où l'idée de varier les modalités d'évaluation et notamment par exemple, les pairs. Cette modalité encourage l'autonomie et la co-construction du savoir. Les pairs, eux, peuvent reformuler, relire, identifier ensemble les erreurs et généralement dans un climat de confiance. En tout cas, c'est à nous aussi de l'instaurer, ce climat de confiance. L'enseignant, à ce moment-là, se place dans une posture d'accompagnement. Il peut observer et intervenir en cas de blocage. Troisième option, l'élève va s'autocorriger. Ça fait partie des objectifs clés du CECRL et elle va marquer le passage de la dépendance à l'autonomie. Cette correction, elle peut être spontanée ou elle peut être guidée. On peut utiliser par exemple les codes de correction, une question ou une gestuelle. Alors maintenant, quand corriger? La temporalité du feedback va dépendre du type d'activité, de tâche, du niveau des apprenants et de l'objectif du feedback. Par exemple, un feedback immédiat va intervenir pendant la tâche, souvent à l'oral. Elle est utile pour éviter la fixation des erreurs, maintenir la norme quand l'objectif, par exemple, est linguistique. Alors par contre, il convient, comme je l'ai dit, hein, d'éviter de couper une intervention pour corriger ou montrer une erreur. Il vaut mieux attendre que l'élève ait terminé de parler pour lui permettre de ne pas perdre le fil de son idée. Il n'est pas déstabilisé, il sera beaucoup plus réceptif à ce que vous voulez lui faire comprendre. Et l'élève prendra de plus en plus de confiance en lui et prendra plus de risques. Alors les erreurs sont nombreuses, mais l'objectif de l'enseignant sera de l'accompagner vers plus d'autonomie et il ne vivra pas l'erreur comme un échec. Il va pouvoir peu à peu enrichir son expression et la connaissance de la langue. Afin de le décomplexer ou le déculpabiliser, hein, par rapport à ses erreurs, le professeur peut préciser que le terme utilisé à défaut dans la situation présente pourrait par exemple convenir dans un autre contexte. Par exemple, si on travaille la phonologie, on va pouvoir montrer un personnage en disant Ramon come el jamón et on fera ainsi la différence entre la R et la J. Le feedback différé, lui, arrive après l'activité et il permet de préserver la fluidité communicative, notamment à l'oral. L'enseignant va pouvoir prendre des notes pour ensuite en discuter collectivement. Par exemple, après un débat filmé sur la memoria historica, l'enseignant peut afficher les erreurs récurrentes des élèves et on peut en faire une correction collective. En perspective actionnelle, on prévoit des moments intégrés de feedback. Ces feedbacks peuvent avoir lieu avant, pendant et après la tâche. Par exemple, pendant la préparation, on peut donner un feedback sur du lexique. Pendant l'entraînement à une évaluation formative, on va pouvoir faire un feedback, par exemple, sur des reformulations. Et puis, lors de l'évaluation, on aura le feedback global qui peut être centré sur uniquement le message, par exemple. Alors, comment donner ce feedback? Il peut être donné de manière plus ou moins explicite. On en distingue plusieurs. Par exemple, la réitération ou répétition, l'enseignant va répéter l'erreur avec une intonation interrogative. Imaginons qu'un élève dit Yo sabo, le professeur lui fera un petit sourire en lui disant sabo et l'élève pourra s'autocorriger. On a ensuite la reformulation. L'enseignant reformule la phrase correctement sans forcément signaler explicitement l'erreur. Ah, yo sais. Et en général, ça suffit pour que l'élève prenne conscience de cette erreur. On a ensuite la demande de clarification. L'enseignant montre qu'il ne comprend pas. Par exemple, un élève qui nous dirait Yo fui en casa de mi amiga, on pourrait lui répondre en casa o a casa.
Là, on commence à arriver dans un feedback ce qui est semi-explicite. Ensuite, il y a l'induction ou l'élucidation. L'enseignant guide vers la bonne forme avec des questions. Comment se dice? Et l'enseignant répondra, recuerda el verbo ir. Ici, ce sera un feedback explicite, mais qui sera guidé. Le feedback métalinguistique. L'enseignant explicite la règle ou le type d'erreur. Par exemple, aquí necesitas el subjuntivo porque es una hipótesis. Là, c'est très explicite comme feedback. Et puis la correction explicite. L'enseignant signale directement l'erreur et donne la correction. No se dice yo sabo, se dice yo sé. C'est clairement explicite. Le choix de ce feedback se fera bien évidemment en fonction du moment de l'intervention pour qu'il soit le plus efficace. Les recherches montrent que les feedbacks implicites vont favoriser la fluidité de la communication, tandis que les feedbacks explicites vont soutenir la conscience métalinguistique. Il est donc important de varier les modalités de feedback. On l'a vu, le feedback n'a de sens que s'il favorise la progression et donc pas la sanction. Selon le programme de langue vivante, l'enseignant apporte un retour constructif qui permet à l'élève de comprendre ses erreurs, de les dépasser et de maintenir sa prise de parole. Les finalités principales du feedback sont donc de réguler l'apprentissage, c'est-à-dire de l'ajuster aux besoins réels, de soutenir la motivation en valorisant les réussites partielles, de développer l'autonomie en encourageant la métacognition et l'autocorrection, et de préparer la remédiation. Le feedback va servir de base au travail de reprise. Par exemple, on peut dire à un élève, c'est très bien, tu argumentes bien, mais tu confonds por y para, et donc on le reverra au prochain cours, par exemple. Les programmes de langue sont assez explicites sur la manière d'adapter le feedback selon le niveau. Par exemple, en primaire, on va privilégier les feedbacks implicites, bienveillants, les feedbacks qui vont être ludiques. On va privilégier la reformulation, les gestes correcteurs, etc. On peut faire des corrections collectives avec toute la classe qui répète la forme correcte. Et surtout, on va valoriser les efforts de communication et non pas la perfection de la langue. En collège, l'objectif sera de développer la conscience métalinguistique. Donc, on va pouvoir commencer à introduire des codes de correction. Alors, généralement, on fait en sorte qu'ils soient relativement simples pour être compris de tous. On va commencer avec des feedbacks qui sont semi-explicites pour encourager la réflexion. Et puis également l'autocorrection guidée, où l'élève va relire sa production avec une grille et pourra s'auto-corriger. Au lycée, on commencera à introduire la précision linguistique et l'autonomie réflexive, avec un feedback plus métalinguistique, par exemple avec l'explication des structures grammaticales, etc. Un retour individuel avec des annotations sur les copies, des commentaires audio. Et à l'oral, on évitera à tout prix d'interrompre l'élève et on préférera une prise de notes différée et une reprise collective ou individuelle. On peut également différencier les feedbacks sur l'écrit et sur l'oral. Le feedback à l'écrit, bien sûr, est différé, il va être beaucoup plus précis. On pourra faire une correction directe, c'est-à-dire que l'enseignant écrit la bonne forme sur la copie. On pourra faire une correction indirecte avec un marquage d'erreur. On les souligne, on met le code à côté. Ou un commentaire audio, la rétroaction individualisée. Ça, je vous en parlerai dans la séquence sur les outils TIS. Et on pourra aussi envisager une correction numérique, ce qui est de plus en plus le cas dans les examens, avec les copies dématérialisées. Alors là aussi, il y a des limites et des principes. Il ne faudra pas forcément tout corriger. On pourra choisir les objectifs que l'on souhaite corriger. Il faudra faire en sorte que la correction soit formatrice et pas décourageante pour les élèves. Et puis, il faudra favoriser des phases de réécriture. Pourquoi pas une première version, un feedback et puis une amélioration de la production, quand c'est possible, bien sûr. Le feedback sur une production orale, on l'a un petit peu vu déjà, pourra avoir lieu pendant la tâche avec un feedback beaucoup plus implicite, une intonation, une reformulation, des gestes, et en essayant de ne pas interrompre pour préserver cette fluidité. Après la tâche,
un feedback différé, reprise collective d'erreurs fréquentes ou l'utilisation d'une banque d'erreurs anonymée. On évitera de stigmatiser l'élève hein, qui commet ces erreurs. Par un code visuel et gestuel, on peut intégrer un code gestuel que les élèves connaîtront au fur et à mesure de la séquence. Par exemple, si on met son doigt sur la bouche, on signale à l'élève qu'il a mal prononcé. Et sans l'interrompre, il va peut-être répéter le mot en prenant en compte la prononciation. Donc, ce feedback, hein, qui est le pont entre le moment de l'erreur et la remédiation, sera efficace en fonction du moment où l'intervention de l'enseignant a lieu. Euh, il doit soutenir la communication sans la bloquer. Il va rendre l'élève acteur de sa propre correction et il inscrit cette rétroaction dans une évaluation formative et bienveillante. Passons donc maintenant à la remédiation. Donc, toute évaluation formative hein, doit obligatoirement déboucher sur une remédiation ciblée, c'est-à-dire un ensemble d'actions pédagogiques qui vont permettre à l'apprenant de surmonter les obstacles qui ont été identifiés dans l'évaluation formative et qui a été signalé à l'élève avec le feedback. Donc, l'évaluation formative consiste à observer les apprentissages en cours pour ensuite pouvoir adapter son enseignement. Elle va reposer sur la collecte de différents indicateurs, comme les erreurs récurrentes, les réussites partielles, les stratégies d'expression, etc. Dans cette logique, on l'a dit, l'erreur n'est pas une faute à sanctionner, mais un symptôme à interpréter. Ensuite, on analysera ces erreurs, on va essayer de les comprendre avant de les corriger. Donc, trois étapes hein, pour l'analyse didactique de l'erreur. Identifier le type d'erreur, donc lexical, morphosyntaxique, pragmatique, etc. Interpréter la cause probable. Est-ce que c'est l'interférence de la langue source? Est-ce que c'est la surgénéralisation? Est-ce que c'est la stratégie qui n'est pas adéquate? Et puis, on va ensuite décider du type d'intervention, le feedback, la remédiation différée. La remédiation doit s'inscrire dans une chaîne de régulation. Alors, on y retrouve plusieurs étapes. L'étape d'observation, on va repérer les erreurs récurrentes, on va les écouter, les noter, les classer. Ensuite, on va analyser ces erreurs et comprendre la cause, comme on vient de le dire, hein, l'interférence, l'hypothèse d'interlangue, etc. On va fournir le feedback, donc un retour clair et motivant. Et on va donc intégrer la remédiation, c'est-à-dire concevoir une tâche de remédiation qui va permettre de revenir hein, sur la cause de l'erreur et de proposer des solutions. Et puis, elle doit terminer par une réévaluation pour valoriser les progrès. Et en général, cette réévaluation, c'est la tâche finale. Alors voici quelques pistes hein, pour mettre en place cette remédiation, quelques idées, comme par exemple les ateliers ciblés. Les micro-tâches sont des activités qui sont brèves et centrées sur un point précis, hein. Elles permettent une remédiation immédiate et concrète et on peut souvent les faire en petits groupes. Dans le module 1, hein, lors des vidéoconférences, on a vu différentes activités dont on peut se servir pour les rituels. On peut également se servir de ces mêmes activités pour faire des ateliers ciblés. Les tâches de réinvestissement hein, sont tout simplement des tâches en perspective actionnelle dans une situation de communication réelle ou simulée qui vont permettre de retravailler les structures euh, de l'objet de la remédiation. Elles peuvent être aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. La réécriture guidée, qui est inspirée des pratiques d'évaluation formative et du portfolio européen des langues, va consister à fournir un feedback ciblé, demander une réécriture partielle ou complète du texte et comparer les versions pour s'auto-évaluer et surtout évaluer ses progrès. À ce moment-là, on peut par exemple noter les codes d'erreur dans la marge d'une production ou souligner les erreurs et demander à l'élève de réfléchir à ses erreurs et de les corriger tout seul. On passe alors d'une erreur inconsciente à une connaissance explicite de son erreur. La remédiation coopérative, les dispositifs de remédiation entre pairs vont favoriser la métacognition. L'enseignant peut introduire avec le fameux code d'erreur, alors des symboles, des abréviations, etc.
Ensuite, les élèves en groupe vont, se corriger, vont discuter de leurs erreurs et valider collectivement une correction. La remédiation translinguistique et plurilingue s'appuie sur le dernier CECRL qui valorise la compétence plurilingue et pluriculturelle. L'enseignant peut exploiter les langues connues de l'élève pour comparer, réfléchir, transférer et valoriser ainsi son répertoire plurilingue en renforçant la confiance linguistique. On peut donc convertir cette remédiation en un moment de réflexion métalinguistique plurilingue et pas un simple retour sur une erreur. Et la remédiation différenciée, elle, doit être adaptée évidemment à chaque élève. Alors nous en reparlerons, hein, lors de la prochaine séquence, mais cette remédiation différenciée rejoint une logique de parcours personnalisé et chaque erreur va devenir une occasion d'un ajustement qui sera individuel. Alors pour boucler la boucle de l'apprentissage, hein, suite à l'entraînement, l'évaluation formative, le feedback, la remédiation, on terminera avec la réévaluation et la valorisation des progrès. Il faudra que l'élève puisse mesurer son avancement. L'objectif ne sera pas d'obtenir une copie parfaite à la deuxième tentative, hein, mais de mettre en évidence ses progrès. Institutionnaliser cette remédiation revient à la prévoir, l'expliciter et la ritualiser. Elle doit donc être intégrée dans la planification de la séquence, elle doit être présentée comme une activité normale de la classe, hein, ce qui dédramatise l'erreur, et elle doit être soutenue par des outils de suivi. Ces outils de suivi, hein, peuvent prendre la forme d'un portfolio européen des langues, d'une liste à cocher de réussite ou d'un tableau d'erreurs récurrentes à ne plus faire. Toutes les publications institutionnelles insistent sur le rôle du climat de confiance. Donc la remédiation ne doit jamais être vécue comme une sanction, mais une possibilité de se rattraper, un droit à réessayer et à se corriger. Pour ma part, j'ai l'habitude, hein, de remercier l'élève qui prend la parole et qui se trompe, parce que j'explique que ça me donne l'occasion de revenir sur une erreur qui est assez courante et que beaucoup d'élèves font. Pour conclure, hein, la remédiation représente l'aboutissement d'une didactique de l'erreur qui est constructive. Elle transforme le feedback en action. Elle accompagne l'élève dans ses progrès et elle transforme l'erreur en preuve d'apprentissage. Donc, en cours de langue, cela signifiera comprendre les erreurs comme un indice d'un système en construction, de choisir le bon moment et la bonne modalité pour ce feedback et de concevoir des activités de remédiation qui soient signifiantes, communicatives et bienveillantes. Le rôle de l'enseignant est donc celui de médiateur réflexif. Il observe, il interprète, il répond et guide les élèves. Alors maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. Je vous propose de partager vos tâches, vos modalités de feedback ainsi que les activités de remédiation que vous pourriez proposer. Dans le forum, expliquez votre mise en œuvre et partagez ainsi vos pratiques avec vos pairs. Et bien sûr, comme d'habitude, pensez à commenter les propositions de vos collègues. Je vous souhaite à tous une bonne semaine d'apprentissage et je vous dis hasta pronto.